Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session qui va porter sur la cryptographie post-quantique. Est-ce le futur de la cybersécurité? Et on va en discuter avec Arnaud Dufournay. Vous êtes Chief Marketing Officer chez De Greenbow, qui est un éditeur français de logiciels VPN. Alors, on va évidemment commencer par parler un petit peu de crypto. En 2019, Google a annoncé qu'il était le premier à avoir atteint la suprématie quantique. Quels impacts ça a pour la cryptographie et où en est-on aujourd'hui? Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'inviter de pouvoir parler de la cryptographie post-quantique. C'est un sujet qui gagne à être connu et qu'il faut de plus en plus expliquer. Et pour revenir à votre première question, je vais faire une réponse un peu provocatrice. En fait, ça n'a pas énormément d'impact. Pourquoi? Alors déjà, c'est évidemment un effet d'annonce. En 2019, Google et son processeur, c'est Sycomore, qui à l'époque affiche 53 qubits, nous dit, ça y est, on a atteint la suprématie quantique. Et la suprématie quantique, qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là? Ça signifie tout simplement qu'un ordinateur quantique a réussi à faire une opération en l'espace de 3 minutes, là où un supercalculateur plus puissant aurait mis 10 000 ans. Alors on se dit chouette, c'est un super résultat, mais pour autant, ce qui nous intéresse, c'est des calculs beaucoup plus complexes et qui ont de la valeur. Par exemple, calculer une nouvelle molécule, simuler une nouvelle molécule, faire des tris dans des très grandes bases de données, ou bien, si on revient au sujet de la cryptographie, casser des clés RSA. Ça, c'est déjà des calculs beaucoup plus complexes et qui ont beaucoup plus d'impact. Et là, à l'heure où on se parle, 4 ans après cette annonce-là, il n'y a actuellement aucun ordinateur quantique capable d'effectuer de tels calculs. Alors néanmoins, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'il y a une véritable course qui s'est engagée, une course au qubit, si je puis dire. Alors, ceux qui maîtrisent pas ce qu'est un qubit dans un système quantique, c'est tout simplement la plus petite unité de stockage dans un système quantique. Donc on va y stocker des 0 et des 1 et la magie du quantique fait qu'on en stocke même deux états possibles, ce qui va multiplier la puissance de calcul. Donc il y a une véritable course qui s'est engagée. On sait aujourd'hui qu'IBM est sur un ordinateur à 433 qubits. Ils annoncent les 1000 pour cette année avec un supraconducteur qui s'appelle Condor de mémoire. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent. D'ailleurs, les Français sont pas en reste. Hein. Il y a des startups qui aujourd'hui travaillent sur l'élaboration d'ordinateurs quantiques. Ce que ça dénote surtout, c'est une course à l'armement entre surtout deux superpuissances, les États-Unis et la Chine. Pour ma part, je mets un peu ça au même niveau que la course pour le nucléaire, ce qui avait vraiment bouleverser les équilibres géopolitiques et je pense que le quantique est de cette nature-là et c'est bien pour cette raison que les États-Unis et la Chine se sont lancés dans une course totale. Voilà. Et alors, un des enjeux, vous l'avez dit, c'est de casser ce fameux RSA. Face à ça, évidemment, on se mobilise aussi avec la cryptographie post-quantique. Qu'est-ce que c'est finalement la cryptographie post-quantique et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, première chose déjà, je préfère plutôt le terme de cryptographie résistant au quantique. Le post laisse un peu supposer qu'il faut agir ou mettre en place les fameux algorithmes une fois que cet ordinateur quantique qu'on vient d'expliquer sera capable de casser nos systèmes de crypto actuels. Donc, je préfère le terme anglo-saxon de quantum resistant, qui est beaucoup plus dans l'action et dans l'idée qu'il faut agir maintenant. On pourra peut-être évoquer les menaces, puisqu'il y en a déjà actuellement, et c'est pour ça qu'il faut agir dès aujourd'hui et mettre en place cette cryptographie résistante au quantique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des algorithmes qui vont être fondés sur des problèmes mathématiques qui seront réputés inviolables, incassables par un ordinateur quantique. On a la chance depuis maintenant l'été dernier d'avoir une diversité, une possibilité de tester de nouveaux algorithmes. Pour moi, on est très clairement en train d'assister au renouveau de la cryptographie. Jusqu'à présent, en fait, on n'utilise que des systèmes qui reposent sur deux problèmes mathématiques. Ça fait plus de 40 ans que c'est comme ça.
Ces problèmes étant la résolution du logarithme discret et la factorisation de grands nombres premiers. Et c'est tout. Donc, ça fait 40 ans qu'on vit avec... hier, il y avait une table ronde et Thomas Debris, qui était là, évoquait ce sujet-là. En fait, les cryptographes à demi-mot vous disent que le RSA, ça fait déjà bien longtemps qu'on l'utilise et que c'est presque un miracle que personne n'ait réussi à le craquer. Donc, il y a de toute façon une épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête. Et ordinateur quantique ou pas, il faut de toute façon essayer d'apporter du renouvellement, une diversité dans les algorithmes. Alors c'est tout l'enjeu du concours du NIST. Le NIST, c'est l'Institut de normalisation des technologies américaines qui a lancé un concours en 2016 et qui a abouti l'été dernier à la sélection de 4 algorithmes. Donc 1 pour le chiffrement et 3 pour les signatures. Et maintenant, ça y est, on a une offre qu'on peut commencer à utiliser et se familiariser avec. Donc, on en est là concrètement aujourd'hui dans cette diversité qui est absolument indispensable pour rendre nos systèmes plus résistants. Merci pour ce petit panorama. Et alors, vous disiez qu'on est prêt à passer à... Enfin, on a une offre, donc, mais on va peut-être pas pouvoir y passer directement. Est-ce qu'il n'y a pas une phase de transition par laquelle on va devoir passer ? Alors oui, c'est peut-être l'occasion aussi de parler un petit peu de l'état de la demande et puis l'offre, on pourra y revenir un petit peu. Sur la demande, on est très clairement face à des entreprises qui aujourd'hui n'ont pas encore pris conscience du problème. Aux États-Unis, ils ont déjà pris un temps d'avance, mais ils estiment malgré tout être en retard. Ce temps d'avance, ils l'ont pris parce qu'ils ont déjà légiféré. Ils ont ratifié une loi en décembre dernier qui contraint les agences fédérales à recenser tout leur système de cryptographie et de présenter un plan. Je crois qu'ils ont jusqu'à mai de cette année pour présenter un plan et progressivement basculer, changer leur cryptographie vers du quantum resistant. Chez nous, on n'est pas en reste quand même. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, la France a émis son premier message diplomatique avec un chiffrement quantique et annoncé dans la foulée un plan pour cette année pour, elle aussi, contraindre ces systèmes critiques à basculer sur du chiffrement résistant au quantique. Donc ça se met doucement en œuvre. Côté entreprise, on est clairement en retard et nous on le mesure. On a chez The Green Bow, on a dans nos clients beaucoup de clients de la défense. On les a sondés pour savoir s'ils avaient des projets en la matière sur le quantique. Et la réponse a été assez surprenante. Pour l'instant, c'est pas du tout dans les priorités 2023, 24 peut-être, et puis on est plutôt sur du au-delà. Bon. Ce qui pose un problème, si on peut peut-être évoquer les menaces parce qu'on l'a un petit peu oublié, mais ça pose un problème déjà aujourd'hui en fait, puisque toutes les données dites à durée de vie longue, ça concerne des secteurs comme l'aéronautique, comme la défense bien évidemment, l'automobile, la santé, la finance. Il y a déjà pas mal de secteurs pour lesquels ces données-là ont une durée de vie longue et même si on arrive si on les intercepte maintenant et qu'on arrive à déchiffrer plus tard, elles ont encore de la valeur. Donc c'est maintenant qu'il faut évidemment agir et commencer à déployer, à s'intéresser à ces algorithmes. Merci beaucoup. Donc effectivement, il y a un modèle hybride de transition, de passage de l'un à l'autre finalement. Alors c'est effectivement comment on fait. Une fois qu'on a cette offre qui est là, donc 4 algorithmes et puis d'autres qui vont arriver d'ailleurs, parce que le concours du NIST se poursuit. Il y a encore des algorithmes qui vont arriver et qui vont être sélectionnés, normalisés. Alors effectivement, l'ANSSI nous a fait un position paper l'an dernier pour nous expliquer comment aborder cette phase de transition et c'est effectivement cette idée d'hybrider les systèmes. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à commencer à introduire ces algorithmes post-quantiques, résistants au quantique, aux côtés des algorithmes pré-quantiques, donc nos algorithmes actuels. Le but du jeu, c'est de les combiner et d'avoir 2 couches. Ce qui permet de se prémunir face à ces attaques que l'on appelle Harvest Now, Decrypt Later, c'est-à-dire je stocke l'information, j'intercepte pour déchiffrer le jour où je dispose de la puissance de calcul. Donc cette phase, elle est en 3 temps, c'est ce que nous a expliqué l'ANSSI. On doit faire une première phase où on commence à jouer, à se familiariser, à commencer à faire des POC avec ces algorithmes.
On passe à une phase où là, cette fois, les algorithmes résistants au quantique deviennent obligatoires, aux côtés, toujours, pour garder une robustesse et gagner en confiance sur ces algorithmes-là. On garde toujours les algorithmes actuels. Et à partir de 2030, on bascule totalement sur des algorithmes résistants au quantique. Voilà à peu près les 3 phases que nous a décrit l'ANSSI, le chemin à suivre pour hybrider ces systèmes. Merci. Alors ça, effectivement, c'est la route à suivre, mais concrètement, comment on se prépare quand on est une entreprise à cette révolution quantique finalement? Quelles sont les différentes étapes à suivre et quelle organisation, peut-être quel changement organisationnel pour une entreprise? Alors, juste avant de répondre à cette question, il y a aussi côté fournisseur de solutions, des petits challenges et une préparation. Il y a un terme qui est incontournable, c'est la crypto-agilité. Et ça, c'est un sujet d'abord pour les fournisseurs de solutions comme nous. C'est-à-dire qu'à l'ère du quantique, vous allez devoir être obligé de rapidement vous adapter et changer d'algorithme. Tout simplement parce que déjà, dans les algorithmes là qui sont proposés, tous sont adaptés à des cas d'usage spécifiques. Donc, par définition, déjà, il va falloir jouer avec plusieurs types d'algorithmes pour des questions aussi de taille de clés qui sont différentes. Et en fonction des usages, il y en a qui sont plus ou moins bien adaptés. Mais aussi parce que peut-être que certains vont être cassés. On a déjà vu ça dans le concours du NIST. Il y a un algorithme candidat qui a été cassé. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, il va falloir pouvoir réagir très, très rapidement. Donc, ça veut dire que dans les produits, il va falloir introduire cette agilité-là et cette possibilité dynamiquement de changer d'algorithme. Ce qui est pas une mince affaire, puisque nous, aujourd'hui, par exemple, chez The Grimbo, il y a des évolutions d'algorithmes, évidemment, on fait en sorte d'être toujours à l'état de l'art. Simplement, on le fait à l'occasion de versions majeures. On va à ce moment-là remettre les algorithmes les plus robustes. On ne le fait pas tous les 6 mois, on ne le fait pas sur des versions mineures. Là, ça change tout. À l'ère du quantique, il faut le faire de façon dynamique. Donc nous, ça remet en cause, évidemment, notre façon de développer. Et c'est là-dessus qu'on investit, évidemment. Donc il y a déjà un challenge côté fournisseur. Évidemment, besoin de partenariat technologique et de créer un écosystème qui lui aussi avance à la même vitesse. C'est-à-dire que nous, par exemple, on fait des VPN, mais il faut que les équipements aussi avec qui on communique soient aussi compatibles avec ces nouveaux algorithmes. Donc il faut que cet écosystème se construise. Et après, j'arrive donc à votre question. Côté entreprise, comment ça se passe? Pour moi, il y a déjà un premier pas évident qui est la prise de conscience. Je disais tout à l'heure qu'elle n'était pas évidente, loin de là. Les priorités sont pas encore là-dessus. On peut le comprendre, hein, vu l'état des menaces et tout se doit faire face aujourd'hui. Ce qu'un RSI doit supporter et surveiller, c'est déjà beaucoup. Malgré tout, il faut garder un œil sur cette menace-là qui est encore lointaine pour beaucoup, mais effective sur certains secteurs. Une fois cette prise de conscience passée, il y a pour moi 4 sujets. Le premier, ça va être l'état des lieux. Ça, c'est absolument indispensable, déjà de recenser tous les systèmes de crypto qu'il faut faire évoluer. Et à ce stade, l'inconnu, c'est clairement une vulnérabilité. Donc, c'est un point de départ important. Ensuite, il faut expérimenter, c'est tester. Donc, commencer par faire ses premiers POC en utilisant ces algorithmes qui sont mis à disposition. D'autres vont arriver, il faut commencer à se familiariser. Ils sont très différents. Encore une fois, si on regarde ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, tous les RSSI finalement ont connu qu'un seul système, le RSA principalement. Et là, il va falloir connaître et apprivoiser des nouveaux algorithmes, des nouveaux systèmes. Donc tester, deuxième point. Troisième point, c'est avoir un plan. Il faut évidemment un plan de migration en phase. Donc on revient sur cette idée d'hybridation progressive des systèmes. Ça va prendre énormément de temps. Entre 5 et 10 ans probablement. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer très, très rapidement. Et le dernier point, c'est la conduite du changement. Parce que là, encore une fois, les RSSI ne sont pas habitués du tout, ils vont découvrir. Il va falloir conduire ce changement-là, les former, et puis susciter de nouvelles vocations. S'il y a des étudiants ici, il faut s'intéresser au quantique absolument. On va avoir besoin de bras là. Donc, intéressez-vous au quantique, vous savez où vous adresser si vous avez des compétences à partager. Donc, on voit bien que finalement, il y a un enjeu de sensibilisation des entreprises, de formation des personnels, de tests aussi. On a aujourd'hui une offre suite au concours du NIST qui tient la route, mais il y aura une phase longue quand même d'appropriation, de modification, de changement en interne
à la fois fournisseurs et entreprises. Donc un vaste programme. Merci beaucoup Arnaud d'avoir partagé avec tous grand plaisir. ces conseils et ces perspectives avec nous. Merci beaucoup et puis on attend la suite donc, de ce développement de la crypto quantum résistante, donc pas post-quantique. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup.